Bonjour, bienvenue dans cette sixième édition du Medfel pour un nouveau débat sur la politique agricole en Méditerranée. Alors, les ministres de l'Agriculture de la Méditerranée occidentale se sont réunis pour la première fois le 27 novembre 2013 à Alger. Le 6 février 2014, toujours dans la capitale algérienne, s'est tenue la 10e réunion des ministres de l'Agriculture des 13 États membres du SIAM. Ces rencontres multilatérales permettront-elles de progresser dans la coopération régionale et le dialogue en agriculture ? Alors, nous accueillons Sébastien Abis, administrateur au SIAM, le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes. Sébastien Abis, qu'est-ce qui se passe dans cette région depuis 25 ans ? Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation renouvelée cette année au SIAM de participer à ce salon. On est une institution qui depuis plus de 50 ans travaille avec les Méditerranéens pour la Méditerranée et non pas simplement sur la Méditerranée. Et le SIAM s'est très tôt réjoui de voir que ce salon inscrivait aussi sa démarche dans la durée. C'est la 6e édition, ça s'est fait tous les ans. Ça montre aussi un souci de constance et puis d'ancrer cette problématique de l'échange méditerranéen nord-sud. Sur un secteur agricole d'une part et avec une filière fruits et légumes pour être plus précis. Nous au SIAM on a été très attentifs à ce que vous faisiez parce que par rapport à votre question du contexte régional, on s'aperçoit qu'à la fin du XXe siècle, quand l'Europe a cherché à améliorer, densifier, développer ses relations économiques, politiques, culturelles avec les pays du sud et de l'est de la Méditerranée, l'accent n'avait pas été forcément mis, en tout cas suffisamment mis, sur les questions agricoles, alimentaires ou rurales. Ce déni pour l'agriculture, cet oubli des problématiques alimentaires, en fait faisait écho à un contexte international où, si on était de l'école de Chicago, qu'on laissait dominer la doxa libérale dominante et qu'on laissait croire que le XXIe siècle serait celui de l'économie immatérielle, évidemment les questions agricoles et alimentaires disparaissaient un peu des priorités, des écrans radars médiatiques. Et puis on a eu du coup des politiques méditerranéennes de coopération qui se sont enclenchées sans véritablement mettre suffisamment l'accent sur les échanges agricoles et ces questions. Et ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, non seulement c'était une erreur stratégique, parce que là où il y a de véritables complémentarités et des interdépendances dans cette région du monde, c'est avant tout sur ces sujets agricoles, vus dans une approche très holistique, pas simplement la production et la consommation, mais tout ce qui sépare les paysages d'un côté jusqu'à la table, et donc toutes les étapes de commercialisation, et les enjeux logistiques en font partie, on en parlera cet après-midi, avait été un peu oublié. Or, c'est vraiment des sujets fondamentaux pour les sociétés, les économies, les pays méditerranéens. Et donc, la coopération régionale a connu différentes initiatives. Il y a eu le 5+5, il y a le processus de Barcelone, il y a la politique européenne de voisinage, il y a eu plus récemment l'Union pour la Méditerranée. Mais nous n'avons pas eu un ancrage fort sur les questions agricoles et alimentaires. Enfin, récemment, on sent qu'il y a un petit réveil perceptible. Alors justement, vous venez de citer l'Union pour la Méditerranée, le processus de Barcelone, le 5+5. Toutes ces structures, toutes ces instances excluaient l'agriculture. Et pendant ce temps-là, finalement, c'est le SIAM qui, quelque part, servait, puisque pendant cette période, il y a eu, je crois, 10 ministériels en 15 ans sur l'agriculture en Méditerranée avec tous les pays du SIAM. Oui, on a eu, en fait, au niveau du SIAM, un contexte paradoxal. Puisque malgré l'importance des enjeux agricoles dans cette région et la volonté des Européens et des Méditerranéens de travailler davantage ensemble, l'agriculture n'était pas prioritaire, ça a été dit. Le SIAM, c'est sa vocation première, c'est pour ça qu'il a été créé au départ pour les pays du nord de la Méditerranée qui n'étaient pas membres de l'Union européenne, de la communauté européenne à l'époque, mais précisément pour préparer leur intégration à l'Europe. Et donc nous avons dans les membres fondateurs du SIAM, l'Espagne, mais aussi la Turquie par exemple. Oui. Et le SIAM s'est élargi aux pays du sud et de l'est de la Méditerranée dans les années 80, donc il y a maintenant 3 décennies,
pour précisément travailler avec ces pays sur ces questions jugées prioritaires. Donc le SIAM est une organisation intergouvernementale unique dans le bassin méditerranéen qui travaille sur les enjeux agricoles, alimentaires et ruraux et qui n'a donc pas succombé aux sirènes d'un certain discours sur une économie qui changerait au XXIe siècle et qui est resté ancré sur ces problématiques-là pour mener sa mission de formation, de recherche et de coopération. Donc évidemment, quand plus récemment, il y a eu un réveil médiatique, un réveil politique en Méditerranée, mais dans le monde en général, sur l'importance des questions agricoles, nous avons eu une visibilité peut-être différente, renouvelée en tout cas, sur un plan plus large, parce que c'était notre cœur de métier. Et si le SIAM a pensé en 1999, sous initiative à l'époque du gouvernement italien, d'instituer une ministérielle des 13 États membres méditerranéens du SIAM, c'était précisément pour combler le manque. Puisque ni le 5+5, qui à l'époque vivotait un peu, ni le processus de Barcelone, n'avaient de ministériel consacré à l'agriculture. Et donc le gouvernement italien à l'époque avait utilisé l'enceinte, le forum politique du SIAM pour faire une rencontre de haut niveau sur ces questions. Mais pourtant, l'Europe et la France étaient bien placées pour connaître la priorité et l'importance des questions agricoles, puisque pendant longtemps, la politique agricole commune a été la seule politique commune et fondatrice de l'Union européenne. C'est là tout le paradoxe de cette longue histoire, si on la reporte par rapport à la construction européenne, c'est que là où l'Europe s'est bâtie sur des solidarités agricoles et un objectif de sécurité alimentaire, le projet euro-méditerranéen a plutôt buté sur ces questions, encore une fois parce qu'il ne les a pas mis parmi les grandes priorités, et sans doute, j'ose utiliser volontairement le terme, parce qu'il y avait des peurs et des malentendus réciproques, tout comme il y en avait au début des années 80, quand certains pays du sud de l'Europe allaient intégrer la communauté européenne. Marche pas. Si. Le dialogue 5+5 qui a été créé en 90, donc commence à s'intéresser à l'agriculture. Quelle est cette volonté aujourd'hui? Vers quoi va-t-on? Parce que bon, les ministériels du SIAM, c'est très bien, mais le 5+5, même si c'est quelque chose d'informel, ça a quand même du poids. Oui, alors peut-être que vu de l'extérieur, on peut être surpris du côté millefeuille de la Méditerranée. Il y a beaucoup d'initiatives. Ce qu'il faut peut-être aujourd'hui prendre positivement, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives sur ces questions agricoles parce que les pays méditerranéens veulent avant tout travailler sur ces sujets. Et là où la coopération et l'interdépendance fait sens de plus en plus, et la géographie fait une grande revanche aujourd'hui aussi dans les relations internationales et explique ses motivations, c'est autour de ces questions. Le 5+5, alors, ce sont les 5 pays d'Europe du Sud. Voilà un peu de pédagogique. Le 5+5, ça a été lancé essentiellement sur initiative française, à l'époque le président Mitterrand, qui voulait instituer un forum informel d'échange entre 5 pays du sud de l'Europe, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie et Malte, déjà à l'époque, avant que Malte ne soit membre de l'Union européenne, ce qui a été fait en 2004, c'est tout récent, et 5 pays d'Afrique du Nord, la Mauritanie, la Libye et les 3 du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. Ce 5+5, en fait, a très vite connu des difficultés d'ordre plutôt diplomatique, inutile de revenir dessus, mais pendant la décennie 90, ce n'était pas un contexte extrêmement favorable au Maghreb pour avoir des synergies entre ces pays et travailler davantage sur des coopérations. Le 5+5, il a été réveillé essentiellement au début des années 2000, pour la première fois avec un sommet de chefs d'État à Tunis en 2003, puis un second qui s'est tenu à Malte en octobre 2012. Mais depuis 10 ans, c'est vrai que c'est un forum qui s'est essentiellement concentré sur les questions sécurité-défense, les questions affaires étrangères, mais très larges, ou les questions plutôt de lutte contre le terrorisme dans la région. Ce qui est intéressant, c'est que les Algériens ont fortement poussé pour qu'il y ait un 5+5 autour de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Donc ils avaient organisé en 2012 un atelier à Alger pour faire en sorte que les chefs d'État qui se réunissaient en 2012 à Malte actent du principe de faire une réunion des ministres du 5+5 sur l'agriculture. Et Paris a été tenu grâce à la persévérance des autorités algériennes.
d'organiser en novembre dernier, novembre 2013, la première conférence du dialogue 5+5 sur l'agriculture. Et comble du calendrier, dans le cadre du SIAM, c'était l'Algérie qui accueillait la 10e ministérielle du SIAM 3 mois plus tard sur le même sujet. Et donc, il y a eu 2 grandes ministérielles à Alger sur des sujets similaires, mais qui ont montré à la fois que les pays qui étaient pour la plupart concernés par les 2 ministériels s'étaient mobilisés à 3 mois de distance au niveau ministériel avec des discours très synergiques sur ce qu'il fallait pouvoir faire ensemble et les priorités. Et nous, SIAM, évidemment, nous réjouissons de ce reclassement stratégique des questions agricoles dans l'agenda méditerranéen, mais ce qui est un symptôme aussi intéressant, c'est de constater que là où on peut penser aujourd'hui qu'en Méditerranée, la coopération multilatérale est un peu difficile, sur les questions agricoles, il y a une vraie volonté de faire ensemble. Et faire ensemble sur ces questions en Méditerranée, ça veut dire faire ensemble pour réduire les incertitudes, réduire les insécurités, atténuer les risques, pas forcément promettre l'intégration et une grande union comme on avait pu parfois l'agiter. Vous avez été grand témoin justement de cette réunion du 5+5. Qu'en avez-vous retenu ? Au niveau 5+5, ce qui est intéressant, c'est de reconnaître que les questions de développement agricole passent nécessairement par une exigence du produire mieux, mais aussi du produire plus. Qui n'était pas question d'arrêter un objectif de production et que donc le développement durable, il avait 3 piliers. Il y a un pilier, certes, de protection, de préservation au niveau écologique, mais il y avait aussi une exigence sociale du répartir et une exigence économique du produire. Et que donc il fallait maintenir cette ambition d'améliorer la production agricole dans la région, produire mieux parce que l'eau et la terre sont de plus en plus rares et malmenées, mais en même temps d'accentuer les relations d'échanges économiques, d'échanges commerciaux, de travailler sur la mise à niveau des normes pour commercer et avoir un référentiel commun, et l'importance de la recherche aussi pour faire progresser des travaux scientifiques, notamment pour s'adapter au changement climatique dans la région. Ça, c'est un résultat du 5+5 qui n'est pas inintéressant, avec un autre message quand même en écho dans cette réunion, qui était que la question de la sécurité alimentaire n'était pas l'affaire simplement des personnes ou des politiciens qui s'occupaient des questions agricoles, que c'était un vrai sujet stratégique pour la région qui faisait écho à des problématiques véritablement géopolitiques, compte tenu des événements aussi récents dans cet espace du monde. Est-ce que les fruits et légumes étaient présents dans ce débat où on restait plutôt sur des grands sujets, des grands thèmes, où on était plutôt orienté sur les grandes cultures, les céréales, etc. On peut faire 2 types de réponses à cette question. Évidemment, les fruits et légumes étaient au cœur de ces discussions, puisque même si le langage reste parfois très stratosphérique, on parle bien de volonté de coopérer, d'améliorer tout un ensemble de systèmes agricoles, alimentaires, commerciaux, logistiques, techniques, normatifs, nutritionnels. Et quand ces pays disent aussi qu'il y a derrière l'échange et le dialogue, la volonté de protéger la diète méditerranéenne, l'alimentation méditerranéenne, les fruits et légumes sont indirectement concernés. Alors ils ne sont peut-être pas cités dans la déclaration en tant que tels, encore qu'il faudrait regarder le détail, mais ils sont évidemment au cœur de la problématique. Et on sait bien aujourd'hui que la Méditerranée, sur l'aspect fruits et légumes, compte potentiellement à l'échelle mondiale. Et donc, on est devant, là aussi, un autre paradoxe de cette Méditerranée, c'est qu'il y a beaucoup de productions méditerranéennes qui pourraient avoir un poids très fort sur la table du commerce et du négoce international si les pays travaillaient peut-être davantage ensemble et avaient plus de mise en commun sur des marchés, etc. Tout ça renvoie aussi sur un fait très simple qu'il faut quand même rappeler, parce que les règles s'harmonisent, certes, mais les politiques sont très différentes. Au nord de la Méditerranée, que ce soit pour les fruits et légumes ou d'autres questions, la politique agricole commune est quand même l'élément central des dispositifs. Nous n'avons pas d'équivalent au sud de la Méditerranée, hein. Chaque pays a sa propre politique agricole. Et à ce stade, la politique agricole commune européenne ne concerne pas le sud de la Méditerranée. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment on articule peut-être un peu mieux, compte tenu des enjeux, comment on articule un peu mieux demain
une PAC européenne qui aurait l'ambition aussi de contribuer aux équilibres alimentaires de son voisinage. Alors justement, un thème qui est redondant depuis le début de Medfel et qui est cité chaque année, c'est que pour les pays de la rive sud, ils arrivent davantage et plus facilement à commercialiser avec la rive nord qu'à commercialiser entre eux. Donc est-ce que le 5+5 aide aussi au dialogue entre les 5 de la rive sud ? On peut légitimement penser qu'il contribue en tout cas à améliorer les échanges sud-sud, tout comme la ministérielle du SIAM permet aux ministres du sud et de l'est de la Méditerranée de se rencontrer au même moment, là où ils ont parfois aucunement l'occasion de le faire. Donc si ça permet de stimuler l'échange sud-sud, tant mieux. Et pas plus tard qu'hier, on a annoncé qu'il y aurait peut-être à nouveau un sommet de l'Union du Maghreb arabe cette année 2014, alors que ça fait des années qu'au niveau chef d'État, ces pays ne se sont pas rencontrés. Donc peut-être pour qu'il mémoire, il y a mieux. encore des frontières terrestres fermées. Entre La frontière pays. entre le Maroc et l'Algérie est fermée depuis plus de 20 ans désormais. Et évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. Cela étant dit, ce qui est toujours utile aussi de rappeler, c'est que nous avons dans cet espace du monde un souci de ne pas simplement aller sur un terrain commercial et de libéralisation des échanges sans l'accompagner intelligemment avec des logiques de développement. En disant cela, il faut souligner deux choses. Évidemment, si on libéralise le commerce agricole dans cette région, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Il ne faut pas que d'un côté, il y ait un boulevard céréalier, carné et laitier pour les Européens, compte tenu des besoins du sud de la Méditerranée, et de l'autre, ne proposer à ces pays que d'emprunter éventuellement une petite ruelle pour exporter soit des produits de niche, soit des produits cosmétiques, soit quelques fruits et légumes, et qu'on pinaille pour quelques milliers de tonnes supplémentaires dans des contingents. Donc soit on considère que ces pays sont des véritables partenaires privilégiés des pays européens, compte tenu d'un discours politique et diplomatique qui prétend construire une grande région euro-méditerranéenne intégrée, expliquant que le monde et la mondialisation se régionalisent et que si l'Europe veut rester puissante, il faut qu'elle s'ancre avec le sud de la Méditerranée. Si on tient ce discours et on veut le matérialiser dans les faits, il faut forcément accepter aussi d'ouvrir davantage les portes du marché communautaire à des productions du sud de la Méditerranée. Ça m'amuse toujours de rappeler qu'aujourd'hui les agrumes du Maroc, qui sont parfois diabolisés quand on est dans certaines régions du sud de l'Europe, les agrumes du Maroc aujourd'hui sont davantage consommés et achetés par les Russes que par les Européens, les Français, les Espagnols ou les Italiens. Donc il y a une mondialisation des échanges agricoles en Méditerranée. Ces pays se sont aussi adaptés à des nouvelles opportunités économiques. Et là où il y a une difficulté aujourd'hui, c'est parce qu'on tient un discours d'un côté diplomatique qui, sur des aspects techniques et sectoriels où il y aurait des attentes et une volonté de faire ensemble, on n'a pas forcément traduit correctement les choses dans les faits. Donc il s'agit de ne pas décevoir aussi ces pays si on leur propose un partenariat réel. En préparant ce débat, vous nous expliquiez que, tout à l'heure que l'Ukraine et l'Algérie avaient le même statut vis-à-vis de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez détailler ce point parce qu'il est important dans le contexte actuel? Oui, là aussi c'est dans le millefeuille méditerranéen. Donc il y a le dialogue 5+5. On a lancé le processus de Barcelone en 1995 qui concernait les pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Et puis en 2004, quand l'Europe s'est élargie à 10 États supplémentaires, et notamment 8 à l'est du continent, l'Europe a révisé en fait ses politiques extérieures en instaurant la politique européenne de voisinage. Et cette politique européenne de voisinage concerne 16 États qui sont pour moitié environ à l'est des frontières européennes et pour le reste au sud de la Méditerranée. Et de facto, depuis 10 ans désormais, que ce soit l'Ukraine, l'Algérie, la Tunisie ou l'Égypte, ce sont des pays du voisinage européen, avec des modalités certes très bilatérales de négociation sur des aspects techniques, sur des secteurs d'activité économique, etc. Mais là où il y a une incompréhension parfois vue du sud de la Méditerranée et compte tenu de l'histoire de ces pays avec le continent européen, il y a parfois une petite surprise à voir que pour l'Ukraine, on peut proposer une perspective d'adhésion, pourquoi pas, alors qu'on la refuse complètement pour des pays du sud de la Méditerranée. Et quand il pointe du doigt ce sujet, c'est pas pour être contre l'Ukraine,
mais bien souligner un deux poids deux mesures qui pose un certain nombre de questions sur la volonté des Européens de traiter peut-être différemment l'Est du continent avec le sud de la Méditerranée. Et l'Ukraine aujourd'hui montre bien qu'il y a dans ce pays des grandes tensions qui exigent une réponse adaptée de la part des Européens, mais il y a eu aussi des grands événements au sud de la Méditerranée ces derniers mois qui exigeaient le même type d'attention politique et médiatique. Mais justement, il y a du blé en Ukraine. Est-ce que les fruits et légumes ne sont pas laissés pour compte dans cette affaire-là? Il y a du blé en Ukraine, en tout cas, c'est là où on voit où au niveau Europe, vu dans une géographie très large, communautaire et voisinage, il y a une complémentarité agricole, puisque les productions céréalières de la mer Noire vont de plus en plus au sud de la Méditerranée, et que les fruits et légumes de la Méditerranée, du sud comme du nord, pourraient donner un pilier thématique, sectoriel, très fort dans une PAC future qui ne reposerait plus sur des piliers d'un côté production, de l'autre aménagement du territoire, environnement pour simplifier, mais peut-être sur des piliers géographiques dans une Europe un peu vue large. Et disant cela, je pointe du doigt l'impensé stratégique malheureux, puisqu'aujourd'hui, quand on réfléchit à la PAC, à sa réforme ou à son ambition, on la relie très peu, pour ne pas dire jamais, à la politique européenne extérieure, à la politique de voisinage et au projet de l'Europe puissance, puisque l'Europe puissance aujourd'hui se pense sans la performance agricole et sans la dimension sécurité alimentaire. On en est à ce stade. Le problème, c'est que les enjeux mondiaux et les tensions alimentaires mondiales risquent de demander à ce que l'Europe pense demain, en 2030, en 2040, une politique agricole commune qui soit suffisamment ambitieuse d'un point de vue géopolitique par rapport à un voisinage à la fois à l'Est qui a des potentiels agricoles de production et au Sud qui a des besoins en croissance compte tenu de l'évolution démographique. Justement, en évoquant la PAC, l'idée d'une PAC méditerranéenne revient souvent sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'une PAC méditerranéenne? Je n'ai pas d'avis personnel sur le sujet. Je pense qu'il faudrait se garder de formules qui peuvent être séduisantes sur le papier, mais qui restent techniquement et juridiquement impossibles. Tant que ces pays du sud de la Méditerranée ne sont pas membres de l'Union européenne, et tout porte à croire qu'ils ne le seront pas d'ici tôt. Cette hypothèse, si tant est qu'on voudrait l'activer, il faudrait forcément se placer dans une prospective très très lointaine. Et on en est très loin de l'agiter, ne serait-ce de l'agiter. Donc je pense qu'il ne faut pas parler de PAC méditerranéenne. En revanche, imaginez une meilleure articulation entre la PAC demain des pays membres de l'Union européenne et les politiques de coopération avec cet espace de voisinage de l'Europe, que ce soit encore une fois l'Est du continent ou le Sud de l'Europe, en parlant de la Méditerranée, il me semble qu'il y aurait davantage d'articulation et de réflexion à mener. Encore une fois, et si et seulement si, on est dans une logique de commerce et de développement, parce qu'il s'agit aussi de développer les territoires ruraux, les filières agricoles et la sécurité alimentaire de ces pays. Et l'amélioration de toutes ces composantes passe à la fois par plus de coopération régionale, mais aussi par des vraies politiques nationales de développement agricole et rural dans ces pays. Les deux sont nécessaires. Le problème, c'est que là où le multilatéralisme n'a jamais été autant exigé à l'heure actuelle en Méditerranée, il est très faiblement opérant compte tenu d'un certain nombre de divisions et de difficultés diplomatiques. Alors sans aller jusqu'à la PAC méditerranéenne, il y a eu une décision récente, il y a 2 ou 3 semaines, je crois, du Conseil européen sur la modification du calcul du prix d'entrée communautaire des fruits et légumes pour les pays tiers. C'est un sujet sensible qui fait débat, y compris dans les allées de Medfeld, puisque tous les pays représentés sont concernés et impactés positivement ou négativement par cette question. Ça a été très mal pris par certains pays, dont le Maroc, à tel point que le directeur de l'agriculture de la Commission s'est rendu en hâte, on peut dire, à Meknès, au salon SIAM, SIAM par rapport au SIAM. Que dire de ce débat-là et la vision des pays du Sud et des pays de la rive nord par rapport à cette question?
Il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a un volet technique de négociation commerciale qui est d'ailleurs avec des textes qui ne sont pas toujours publics. Donc moi, je me garderais bien de faire un commentaire sur ce terrain-là. En revanche, si on reste sur un terrain plus politique et diplomatique, il me semble que ce soit ce qui est fait ici au niveau du salon Medfel depuis quelques années, ou la réponse européenne d'avoir été très présente au salon à Meknès pour essayer de rassurer le partenaire marocain, va dans le sens d'un dialogue nécessaire. Et donc sur cette question-là, qui est aujourd'hui encore un peu floue, on ne sait pas très bien si en effet il y a une incohérence des textes juridiques ou au contraire c'est un problème d'interprétation des textes. Donc il y a un effort de pédagogie, de décryptage de l'armature juridique européenne qui est quand même extrêmement complexe. Et ce n'est pas les producteurs européens qui doivent tous les ans subir les révisions des règlements européens sur la PAC qui vont pouvoir aujourd'hui demander aux partenaires marocains d'être immédiatement à l'aise avec les textes communautaires. Donc on est dans un objectif là de clarification de ce problème qui a agité un peu les médias et le partenaire marocain. Il faut dialoguer, il faut écouter toutes les parties prenantes. Et un peu comme on disait précédemment, si il apparaît au final que les textes, entre d'un côté la révision des textes de la PAC et des relations avec les pays tiers est incohérente avec l'accord qui a été signé entre l'Europe et le Maroc sur la libéralisation des échanges agricoles, il faudra mettre les responsables devant leur obligation d'harmoniser ces textes. Parce qu'on peut comprendre potentiellement que les Marocains à qui on dit qu'on a octroyé des dispositions dans un accord négocié avec difficulté pendant plusieurs années, mais qui est un vrai pas en avant dans la coopération Europe avec le Maroc, puisse être potentiellement gênés si le texte communautaire heurte et contredit un accord passé au niveau bilatéral. Donc ça, il faudra clarifier les choses dans les mois à venir. Mais la réponse elle est quand même aujourd'hui plus de dialogue. Et je crois là où vraiment il faut insister, c'est qu'un forum et un salon comme Medfel contribuent à améliorer les compréhensions, le dialogue et surtout la volonté des pays des deux rives de la Méditerranée autour de ces questions qui sont sensibles, compte tenu des intérêts économiques, des aspects sociaux, la volonté de discuter, de se donner rendez-vous régulièrement pour faire le point. Et donc la France doit être fière de l'initiative prise ici à Perpignan depuis quelques années par la région, par un certain nombre d'opérateurs de mettre en place ce salon, parce que ça renvoie aussi à une diplomatie agricole et alimentaire que la France aujourd'hui entend mener en priorité en Méditerranée. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Agriculture. Et donc si la France aujourd'hui utilise tout un éventail d'instruments qui permettent d'améliorer la coopération agricole alimentaire avec les pays du pourtour méditerranéen, le salon Medfel en fait partie pour peut-être lisser des incompréhensions ou des aspects techniques, comme vous mentionnez précédemment. Les élections européennes arrivent à grands pas, puis dans quelques jours. Comment peut-on interpréter ce léger repli sur soi de l'Europe? Parce que on sent quand même qu'il y a... De l'Europe et des pays membres, c'est un double repli sur soi. On est devant ce paradoxe, encore une fois, qui est très prégnant dans la situation géopolitique européenne. Il y a un désir d'Europe à nos frontières et un rejet d'Europe à l'intérieur, qui n'est pas compris. Quand vous êtes au sud de la Méditerranée, il n'est pas compris pourquoi le discours sur l'Europe et son union, son intégration, ses politiques communes, soit si critiqué des populations. Et inversement, on voit bien que les élections dans 15 jours risquent d'être des élections anti-européennes. Alors, on ne va pas faire de rappel historique sur l'importance de l'Europe, de la construction européenne, c'est pas ici le débat, mais on voit bien que l'Europe doit réinventer sans doute une pédagogie aussi pour expliquer davantage ce qu'elle fait au service de ses populations. Moi, ça m'a toujours frappé de voir que quand on parlait de la PAC, moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la PAC en soi, mais j'ai rarement vu le souci de présenter la PAC comme d'abord étant la seule politique communautaire historique. Alors, dans le milieu agricole, bien sûr, ça se sait. Mais quand vous sortez des sphères agricoles, rappelez que la PAC, c'est la première politique communautaire et c'est le pilier de la construction européenne. Parfois, les gens s'étonnent de cette réalité. Deuxièmement, la PAC, ce n'est pas une politique pour quelques millions d'agriculteurs. On le sait, c'est pour 500 millions de consommateurs.
qui nous concerne, si tout va bien, 3 fois par jour pour avoir des produits de bonne qualité, en constance, dans nos assiettes et avec une grande diversité. La diversité des productions agricoles européennes est fantastique. Donc peut-être rappeler toutes ces évidences et pour faire écho à ce que nous demandent nos partenaires à nos frontières, garder une ambition d'une politique agricole européenne qui permette de contribuer aux équilibres alimentaires internationaux, peut-être pas du monde entier, mais en tout cas des pays du voisinage. Et pas de manière exclusive. L'Europe n'a pas la capacité seule de nourrir tout le sud et l'est de la Méditerranée. Par contre, refuser d'y contribuer, géopolitiquement, ce serait une erreur qu'il ne faudrait pas commettre. Et d'ailleurs, les agriculteurs français, en tout cas, ne s'y trompent pas, parce que si on en croit les sondages, c'est les instruments de mesure avant les élections, si le taux de participation s'annonce à 40%, il s'annonce à 80% chez les agriculteurs français. Oui, parce que sans doute que pour les agriculteurs, l'Europe fait davantage sens compte tenu des interdépendances dans leur métier avec les mécanismes communautaires et puis aussi par rapport aux réalités économiques aujourd'hui. Quand on prend le cas de la France, on sait qu'aujourd'hui l'export sur les pays communautaires est décisif, l'export sur les pays tiers méditerranéens est extrêmement important par ailleurs et que dans ce champ d'activité économique qui est au cœur de la société française, qui est au cœur des paysages français, le commerce est très important et surtout les frontières ne sont pas hexagonales. Elles sont à échelle européenne et sans doute aussi à échelle euro-méditerranéenne. Alors, continuons dans la prospective et dans le regard vers l'avenir. Prochaine et première étape, c'est 1er juillet prochain, présidence italienne de l'Union européenne. L'Italie a changé de gouvernement, semble être un peu plus dynamique, donc est-ce qu'il faut attendre des initiatives pour le monde agricole de cette présidence qui se fera avec le nouveau Parlement et la nouvelle Commission ? Oui, d'ailleurs, je saisis cette question pour excuser le secrétaire général du SIAM, Cosimo Lacerignol, qui est italien et qui a dû annuler au dernier moment sa participation à cette table ronde, puisqu'il est aujourd'hui avec le ministre italien de l'Agriculture, précisément pour préparer l'agenda méditerranéen du gouvernement italien pour le second semestre 2014, avec très probablement une grande conférence sur l'agriculture méditerranéenne qui aurait lieu en Sicile au mois d'octobre, tout ça restant à préciser. Donc là, c'est une annonce que vous nous faites. Il y a une ambition italienne. Il y a une volonté italienne, bien sûr, de défendre la Méditerranée, et ce n'est pas nouveau, et il faut s'en réjouir que les États méditerranéens de l'Europe n'oublient pas de défendre la Méditerranée quand ils président l'Union européenne. Je vous rappelle qu'il y a 8 États méditerranéens sur 28 États membres. Le ratio était plus important à un moment de l'histoire européenne, il n'y a pas plus tard que 20 ans. Donc il y a un équilibre aussi aujourd'hui qui a été modifié. Mais le gouvernement italien actuel, d'ailleurs, autre clin d'œil qui n'est pas simplement anecdotique, le Premier ministre italien Matteo Renzi a fait son premier voyage à l'étranger en Tunisie. Et avant d'aller dans une destination européenne, et quand des journalistes à Tunis lui ont demandé pourquoi être allé d'abord en Tunisie, il a rappelé qu'il y avait 50 km de distance entre la Sicile et la Tunisie et que c'était le voisin de l'Italie et que sur plein d'échanges et de secteurs, il y avait un intérêt à faire davantage ensemble. Donc je ferme cette petite parenthèse, mais bien sûr... Il y a encore moins entre l'Espagne et le Maroc. Et il y a encore moins entre l'Espagne et le Maroc, puisqu'il y a 7 km dans le détroit de Gibraltar. Donc on a évidemment une présidence italienne qui peut permettre de remettre un peu de Méditerranée à l'ordre du jour. Tout ça étant aussi lié à un agenda 2015 important. 2015, il y a plusieurs rendez-vous. Il y a des rendez-vous internationaux. C'est quand même le bilan des objectifs du millénaire pour le développement et la définition des objectifs du développement durable, tout ce qu'on appelle l'agenda post-2015. Ces grands objectifs stratégiques des Nations Unies vont conditionner pour les 10, 15, 20 ans à venir l'agenda international. Il est fort à parier que les questions sécurité alimentaire, développement rural, agriculture, développement, production, nutrition soient en très bonne position dans cet agenda. Il y a l'Expo universelle de Milan. Cette exposition universelle de Milan ne va pas porter sur... le thème, sera nourrir la planète. Elle sera sur nourrir la planète, une énergie pour le monde.
donc portera sur les questions de sécurité alimentaire, alors que de la part de Milan, on aurait pu attendre d'avoir une exposition universelle sur la mode ou les produits de luxe. Et ben, la mode vue aujourd'hui par Milan, le gouvernement italien, et pour cette exposition universelle, la mode, stratégiquement, c'est de parler de sécurité alimentaire, qui est aussi un signal très important, et il faudra saisir cette opportunité de cette exposition universelle. Et puis, on a en 2015 la mise en place d'une nouvelle Commission européenne, la mise en place d'un nouveau Parlement européen, la mise en place des nouveaux outils de programmation budgétaire au niveau du voisinage et donc des rapports avec la Méditerranée, la mise en place de la nouvelle PAC et les premières discussions sur sa réforme de mi-parcours, ça va partir l'année prochaine. Et puis 2015, il y a quand même un anniversaire symbolique et j'espère que les organisateurs du Medfel n'oublieront pas que 2015, c'est le 20e anniversaire du partenariat euro-méditerranéen et de la déclaration de Barcelone. En novembre 1995, la déclaration de Barcelone, il faut relire ce texte pour bien s'apercevoir qu'on était dans un contexte où l'Europe avait une ambition pour la Méditerranée, les pays méditerranéens avaient une ambition avec l'Europe, et où il y avait une volonté véritablement d'aller dans un partenariat gagnant-gagnant réel. Ce texte, il peut être relu aujourd'hui avec la même pertinence stratégique. Il faut donner un nouveau souffle l'année prochaine à ce discours de Barcelone et espérer qu'on n'enterre pas définitivement cette volonté de faire ensemble. Oui, parce que le processus de Barcelone a été un échec, malgré tout. Est-ce que vous pensez réellement que l'Euromed va reprendre son souffle à l'issue de ce 20e anniversaire, quoi? Moi, j'ai un militantisme de facto sur ces questions, donc je l'espère, je suis un optimiste, donc je crois fortement à la capacité de relance du discours euro-méditerranéen. Tout dépend de ce que l'Europe veut faire. Est-ce que le projet politique européen va consister à rétro-pédaler dans l'histoire, à être dans des scénarios de gestion de crise, à être dans des replis sur soi, à être sur du détricotement de politique qu'on a mis des années et des années à construire? Ou est-ce qu'on va continuer à avoir un vrai projet politique européen mobilisateur? Parce que sans Europe forte, on n'aura pas d'euro-Méditerranée. Parallèlement, il y a aussi des événements aujourd'hui au sud de la Méditerranée qui conditionnent fortement une relance d'une volonté euro-méditerranéenne et de l'ambition de Barcelone. Mais pour que ces pays du sud de la Méditerranée puissent poursuivre leur transition, réussir leur pari démocratique que certains sont quand même en train de mener. Et la Tunisie est un pays qui, en 3 ans, a fait un chemin de transition démocratique absolument spectaculaire. Soit on les aide, on les accompagne, on les encourage, mais à condition de les traiter comme des vrais partenaires, comme on le dit sur le papier. Et donc on met avec ces pays la priorité de coopération sur les bons secteurs. Ça peut être important de dépolluer la mer Méditerranée ou parler de l'énergie solaire comme on l'avait fait il y a quelques années avec l'Union pour la Méditerranée. Ce ne sont pas les priorités vues du sud de la Méditerranée. Donc ce ne sont pas sur ces sujets qu'il faut proposer une offre de partenariat. Pensez-vous que la France aura un poids justement dans ces futures négociations? La France a toujours un poids dans cette région. La Méditerranée est un invariant de sa politique étrangère. Aujourd'hui, il y a une volonté du gouvernement français de prioriser géographiquement sur la Méditerranée sa politique extérieure. On a en agriculture un ministre qui ne se cache pas d'une volonté d'avoir une ambition très forte avec les pays méditerranéens. J'en veux pour preuve le fait que la France a fortement poussé à l'initiative Medamine, qui est un réseau sur les marchés agricoles céréaliers pour améliorer la connaissance, le partage d'informations, de suivi statistique, pour éviter des crises, éviter des malentendus. Peut-être que ce type de réseau aujourd'hui sur les céréales qui se met en place avec difficulté parce que le sujet est sensible, mais qui est une vraie réussite, en tout cas pour l'instant diplomatique, peut-être que dans quelques années, il faudra l'envisager sur les fruits et légumes. Et alors, on va aller encore plus loin dans la prospective et ce sera peut-être le mot de la fin. Nos voisins de la rive sud sont qu'une étape parce que derrière les pays de la rive sud, c'est le nord de l'Afrique et derrière, il y a tout un continent qui est en plein développement. On peut en effet regarder aussi de manière géopolitique les besoins de corrélation entre ce qu'on est en train de vouloir faire avec cet espace-là et les événements
qui se déroulent notamment dans la bande sahélo-saharienne, dont les grandes secousses impactent les pays du Maghreb. C'est bien gentil de parler de la pression migratoire à Lampedusa. Il faut rappeler que la pression migratoire sur les pays du Maghreb aujourd'hui est bien plus forte et qu'il y a aussi des événements à l'est de la Méditerranée qui font que certains pays ont eu des pressions migratoires compte tenu de conflits absolument gigantesques. Je rappelle que le Liban, qui a une population de 4,5 millions d'habitants, a accueilli 1 million de réfugiés syriens. C'est comme si en France, en 3 ans, on avait accueilli 17 millions de personnes. Après avoir accueilli des réfugiés palestiniens. Après avoir déjà accueilli tout un autre type de population. Donc, tout ça pour dire qu'évidemment, ce qui se passe au Sahel et globalement l'enjeu africain derrière est posé dans une ambition d'une grande verticale Europe-Méditerranée-Afrique. Mais là aussi, tout dépend de ce qu'on veut faire de la Méditerranée. Est-ce qu'on en fait une interface dynamique comme elle devrait l'être par sa géographie entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, ou est-ce qu'on fait de cette Méditerranée un mur qui séparerait une enclave européenne prospère, mais effrayée et vieillissante, avec des régions voisines où il y a des besoins de développement en croissance. Ça, c'est un choix stratégique, encore une fois, très risqué pour la stabilité et même la prospérité du continent européen. C'était la conclusion de ce débat. Merci Sébastien Abist. Merci Olivier. Je reprends la parole dans 10 minutes pour une conférence sur le melon et Sébastien revient juste après avec toi sur la logistique. Alors à tout de suite.